Est-ce que c'est ça une politique étrangère intelligente? Je considère que cette politique étrangère est vraiment très terre-à-terre et franchement provinciale. On peut avoir l'impression qu'elle s'est elle-même réduite à devenir une marionnette des Américains. Et ici, je vois surtout une infantilisation de la politique étrangère. Nous avons une ambassadrice à Kiev qui se fait photographier avec un char en peluche, publie cela sur X et écrit en dessous « Mon jouet préféré ». Une ministre des Affaires étrangères qui semble être restée au niveau de l'acquisition du langage chez l'enfant et qui me donne l'impression d'être davantage motivée par la soif de reconnaissance que par les réalités de la politique mondiale. En conséquence, elle est traitée de la même manière en Chine ou ailleurs. Et on peut se réjouir qu'elle ne soit plus prise au sérieux. Tout cela montre la régression et la dégénérescence des élites politiques. Il est évident que nous sommes dirigés au sein du cartel des partis au pouvoir par des personnes qui ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Sinon, ils ne parleraient pas avec autant d'assurance de l'utilisation du Taurus ou ne passeraient pas si facilement sur le danger d'une confrontation nucléaire en Europe centrale. Cela entraînerait en effet la destruction totale de l'Allemagne et de la Pologne pour les 10 millions d'années à venir. Et je peux te dire que les vivants environt les morts. Et tout cela occulte la politique actuelle. Ce n'est pas une politique responsable dans l'intérêt des gens en Allemagne. Au contraire, ici, 85 millions de personnes en Allemagne sont prises en otage par des psychopathes et des Hassan Euren. Je souhaite à ces gens de séjourner au front, car alors les pitreries cesseront. Quand leurs propres enfants devront aller au front, alors les bavardages cesseront. Tu évoques ça, la soif de reconnaissance des politiciens. Est-ce pourquoi on reste 30 ans dans l'opposition, prêcher la démilitarisation, prêcher la paix, et puis une fois au pouvoir, on fait l'inverse de ce qu'on avait annoncé? A-t-on vraiment son mot à dire dans les affaires opérationnelles? Tu as mentionné tout à l'heure la marionnette des Américains. Ou bien dans les affaires opérationnelles, est-on en réalité seulement concerné par les accords transatlantiques, la discipline de groupe, et doit-on simplement mettre en œuvre ce qui nous est présenté, c'est-à-dire ce communiqué de presse que j'ai mentionné au début? On observe beaucoup d'éthique de conviction et peu de responsabilité, selon Max Weber, et c'est une différence énorme. À titre personnel, à mes yeux, il s'agit ici de personnes qui sont réellement animées par l'ambition et la soif de reconnaissance, mais qui n'ont ni la portée intellectuelle, ni l'envergure nécessaire pour occuper les fonctions auxquelles elles sont parvenues. Cependant, elles accèdent à ces postes grâce au soutien d'organisations transatlantiques. Permettez-moi de rappeler la démarche du chancelier allemand Gerhard Schröder, du président français Jacques Chirac et du président russe Vladimir Poutine en 2003 qui ont décidé de ne pas participer à la guerre d'agression illégale menée par les Américains contre l'Irak. C'était un signal d'alarme pour les élites américaines de tenir plus fermement en laisse la jeune génération académique européenne. Et cela se fait par le soft power, avec des bourses de doctorat, des invitations à des congrès. Mon responsable de département à la Haute École des médias, de la communication et de l'économie à Berlin, dans le domaine de la politique, a également suivi son parcours via le John Marshall Fund, Annalena Baerbock, par l'organisation Young Global Leaders. D'autres par l'Atlantic-Brücke. D'autres personnes sont liées aux fondations du milliardaire George Soros. Et c'est comme ça qu'on fait. Et ces personnes qui en sortent savent, d'un point de vue purement pratique, qu'elles auront de meilleures chances si elles s'entendent avec les Américains. Tjorven Bellman, ex-directrice politique au ministère des Affaires étrangères et aujourd'hui ambassadrice en Canada, a affirmé en entretien off que les relations avec Washington n'avaient jamais été aussi bonnes. Oui, si l'un donne le ton et que les autres suivent, c'est aussi une super relation. Et dans la phrase suivante, elle a dit « Nous n'avons actuellement aucun intérêt à mettre fin à cette guerre ».
Et cela m'a vraiment intéressé d'entendre cela de la bouche d'une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. De toute évidence, on laisse volontiers des centaines de milliers de personnes mourir en Ukraine, ce qui sert les intérêts allemands aux yeux de ces gens-là. Et là, je le dis aussi en direction des plumitifs, vous avez du sang sur les mains. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez du sang sur les mains. Je veux entendre les menottes claquer. J'ai lu récemment qu'une bonne politique d'accueil des réfugiés doit prévenir la guerre et les déplacements de population. Tu viens de parler des guerres d'agression. Les guerres d'agression, c'est... En fait, les guerres, en général, sont le plus grand programme d'élevage du terrorisme au monde. En somme, nous détruisons leurs moyens de subsistance sur place. C'est le terreau parfait pour les radicaux, c'est-à-dire le terrain idéal pour les idéologies radicales. Les gens sont obligés de fuir, finissent tôt ou tard quelque part en Allemagne, sont traumatisés et commettent certains délits. Et l'AfD se réjouit de recevoir ce genre de nouvelles, car elle bénéficiera alors d'un soutien accru. Comment résumerais-tu une politique étrangère intelligente ? Qu'une politique étrangère intelligente doit être préventive contre la guerre et contre les migrations forcées. Je pense vraiment que c'est une phrase raisonnable, mais nous faisons exactement le contraire. Ce que nous vivons, c'est la tentative des néoconservateurs aux États-Unis qui ont infiltré l'administration à Washington de continuer à assurer la domination de l'hégémon par des opérations de changement de régime dans le monde entier et de maintenir un monde unipolaire à la Paul Wolfowitz et Zbigniew Brzezinski, tels étaient les penseurs. Ce que nous voyons actuellement en découle. Le plan de changement de régime incluait l'Afghanistan, cela a échoué. Le plan de changement de régime incluait l'Irak, un pays en ruine. Le plan de changement de régime incluait la Libye, un pays en ruine. Le plan de changement de régime incluait la Syrie. Les Russes ont empêché cela en intervenant contre l'État islamique. Et l'actuel conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déjà dit il y a des années « L'État islamique, ce ne sont pas les méchants, ce sont nos partenaires, l'Occident allié aux islamistes ». Et comme mon collègue Seymour Hirsch l'a découvert, il a été approvisionné via la ligne de rats avec des armes provenant de Libye. L'Ukraine aussi. L'économiste Jeffrey Sachs, qui connaît très bien l'Europe de l'Est, le souligne à plusieurs reprises. L'Ukraine aussi est le couronnement d'une opération de changement de régime menée par les États-Unis. Là aussi, c'est un échec. Un pays détruit avec des centaines de milliers de morts. Cette politique prend une mauvaise direction. Et mon défunt ami Jonathan Schell, historien américain, a écrit dans son livre « Le monde invincible, The Unconquerable World », quiconque s'accroche à cette politique d'un monde unipolaire et de domination mondiale prépare le terrain pour une catastrophe, le monde invincible. Je crois, page 278. Je n'en suis plus sûr, c'est exact. Et de plus en plus de forces s'y opposent, sous la direction de la Russie et de la Chine, qui aspirent à un monde multipolaire. Beaucoup de pays disent « Aujourd'hui, c'est au tour des Russes, et demain, il fera la même chose avec nous. Aujourd'hui, il fait ça avec la Syrie, et demain, il sera devant notre porte. » Ou comment vous imaginez-vous cela? Et maintenant, on souhaite une défaite à Washington, et on souhaite aussi une défaite à l'Allemagne. Les chars allemands brûlent en Ukraine, et les Russes l'avaient aussi annoncé. Mais sur place, j'ai constaté, la population fait aussi clairement la distinction entre le gouvernement allemand et les gens d'Allemagne, qui, comme moi, viennent pour les écouter et comprendre ce qui se passe réellement. Il y a une différence. Mais je pense que cette affaire va mal finir. En particulier, l'Ukraine va subir de très lourds dégâts. C'est un pays dévasté, un pays dépeuplé. En 1991, l'Ukraine comptait 52 millions d'habitants. Aujourd'hui, si je suis bien informé, nous sommes arrivés à 29 millions. Ce sont des gens qui ne veulent plus vraiment retourner dans un pays détruit.
Le deuxième grand perdant, c'est la population allemande qui se laisse entraîner de plus en plus profondément dans cette guerre par ses élites. Le scénario le moins grave qui puisse encore arriver, c'est que les coûts retombent sur le contribuable allemand, et cela représentera des centaines de milliards. La pire conséquence possible, c'est que l'un des joueurs de ce jeu de poker perde son sang-froid et qu'il y ait un échange nucléaire en Europe centrale, avec au moins 100 millions de morts. Et là, je peux dire que malheureusement, la population en Allemagne reste calme et observe ce jeu. Il me semble que 2/3 de la population possèdent une sorte d'intelligence de rat. Ils croient que s'ils jouent le jeu des Américains, ils s'en sortiront à bon compte et n'auront pas à partager leur prospérité avec ceux d'Afrique et d'Asie. Cela pourrait s'avérer être une erreur, car Henry Kissinger a dit à son âge « Il est dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais il est encore plus dangereux d'être l'ami de l'Amérique, car ce sont eux qui sont sacrifiés. » Peut-être aurait-il été judicieux, sur le plan politique, de se rapprocher davantage des pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, car c'est là que se trouvent nos marchés, c'est là que notre savoir-faire en ingénierie est recherché. Car ces pays, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil, ne cherchent fondamentalement pas la guerre. Ils ont un autre problème, le développement. Ils ont le problème que chacun, dans leur pays, a besoin un jour d'un toit au-dessus de sa tête. Que chaque enfant doit pouvoir aller à l'école, que chaque enfant doit savoir lire et écrire, que la population a besoin de nourriture, d'eau potable. Ils ont un problème de développement. Et là, nous pourrions aider, au lieu de courir derrière un hégémon qui pourrait éventuellement nous livrer en pâture. À ton avis, que devraient faire les 2/3 de la population pour s'opposer un peu à cela? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens se sentent très impuissants, parce qu'il y a tellement de conflits dehors qu'on ne peut plus vraiment faire la différence à un moment donné. On passe d'un scénario catastrophe à l'autre, du coronavirus à l'Ukraine, de l'Ukraine à Gaza. Il est presque impossible de se forger une opinion nuancée dans ce contexte. J'ai l'impression que les gens aimeraient bien, mais qu'ils n'y arrivent pas vraiment. D'après ce que j'ai observé, beaucoup de gens sont complètement épuisés, sans énergie et désorientés. Le coronavirus est important. C'était un test pour voir ce qu'on pouvait imposer à la population. Et le résultat a été qu'on peut lui imposer beaucoup de choses. Mais les causes sont plus profondes. C'est avant tout l'ordre néolibéral avec ses contrats de travail précaires et son intensification continue de la performance. Les employés ne font que courir toute la journée, puis ils rentrent chez eux le soir. Là, il faut encore faire quelques factures, puis on fait encore quelques devoirs avec les enfants. Et puis, c'est déjà fini parce qu'on tombe au lit, on arrive peut-être tout juste à regarder le journal télévisé ou les sujets du jour ou à boire une bouteille de bière. Et puis la journée est terminée. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'informer parce qu'on est pris dans un tel engrenage